Bonsoir, bienvenue sur RS, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end sous la flotte et que vous avez kiffé votre Grand Prix de Formule 1. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais nous voilà de retour pour parler du Grand Prix de Formule 1 avec le retour de Jean-Louis. Comment ça va ? Très bien, et toi, mon cher Donald. C'est gentil de m'avoir offert un casque pour mon anniversaire bientôt. Non, pas du tout, on le doit à Pascal, parce que ce mois de mai est un peu spécial, malgré tout, pour plein de raisons. Évidemment, on parle évidemment du 1er mai 94, ça vous a pas échappé avec, c'est vrai que le décès d'Ayrton, évidemment, chaque année on en parle de ce décès parce que voilà, ça fait partie des meilleurs pilotes, des légendes, partis beaucoup trop tôt, et d'Alex Zanardi, tu vas nous en parler juste après. Oui, 30 avril aussi, Roland Ratzenberger, bien entendu, et je ne vais pas oublier, dans un 8 mai, Gilles Villeneuve, le grand, aussi. Donc ce casque-là symbolise à peu près tout ce dont on doit parler ce soir, sur ce plan-là. Mais il y a d'autres personnalités ici. Ah oui, et ça fait plaisir. Je vais juste rajouter Donald, oui, puisque Pascal a amené ce casque, il est le voisin de Michael Paquet, le pilote belge qui s'est tué à Monza dans un accident avec Sébastien Charpentier. On a une pensée pour lui aussi. Évidemment, voilà, ça commence fort cette émission sous tout le monde est joyeux. Et voilà, vous m'avez cassé le début. Non, je déconne, évidemment, c'est normal. Mais en tout cas, franchement, je suis très content. Je vais continuer. Je suis très très fort pour forcer. Merci pour ce casque pour mon anniversaire encore une fois. Merci Jean-Louis. Tu dois demander à Pascal. Non, moi, pas... mais le studio ferme après. Je suis désolé, je vais devoir repartir avec. Bon, en attendant, et là vraiment, c'est une grande fierté, c'est une grande joie de l'avoir parmi nous. J'en ai parlé depuis le début. Quasiment depuis qu'on a démarré Racing Stream à l'époque sur le stream. J'en parlais déjà parce que je suis passionné de rallye raid et évidemment le meilleur copilote du monde pour moi c'est Mathieu Baumel et il est avec nous ce soir et je suis ravi de t'avoir avec nous. Merci d'être là. Eh ben, bonsoir à tous et puis je suis extrêmement ravi aussi d'être ici enfin avec vous sur ce plateau. J'espère qu'on va raconter des belles choses et pas que des choses en mémoire d'eux. Bien sûr. Évidemment. Même si ce casque est magnifique et que c'est peut-être la première fois où j'ai pleuré devant ma télé, tu vois, je me souviens encore de ce week-end-là et c'est vrai que c'est pas cool, mais bon, c'est bien d'en parler de temps en temps. On est d'accord, c'est vrai qu'on se rappelle tous ce qu'on faisait quand on était passionné de sport méca. Enfin, ça nous a tous marqués au fer rouge, bien évidemment. Et aide-moi à forcer pour que je récupère le casque après. Évidemment. Bon, t'es là ce week-end ce week-end non, ce lundi, on va croire qu'on enregistre. Pour le tour auto, tu vas aller faire un tour après, tu roules pas ? Ouais, non, je roule pas. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de pouvoir le faire au volant. J'en ai très très bons souvenirs. C'était une belle Jaguar type E, low drag. J'avais une bagnole de circuit pour faire du rallye et de la promenade. C'était pas l'idéal, mais je me suis régalé. Et là, j'ai des amis qui participent. On va faire un petit tour ce soir. C'est sympa pour le lancement. Et ils partent du coup demain matin pour un beau périple jusqu'à Biarritz. Eh ben, ça va être très très beau. On suivra ça. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se rencontrer au salon de Prestige Auto Beaune. On a fait une belle conférence avec Sébastien Loeb, Xavier de Soultret et Harry Vatanen. Moi, j'étais comme un fou. Je suis arrivé et je bégayais. Je fais blablabla, j'arrivais plus à parler. Quand j'avais Harry Vatanen, c'était incroyable. C'est d'une gentillesse et d'un talent. Ça s'explique pas. Tu l'as rencontré, Harry, un peu ? Alors, notre première rencontre, c'était un peu chaotique parce que c'était dans le désert en Mauritanie. J'étais sur le toit et allongé dans le sable et c'est le premier concurrent derrière, donc pendant le Dakar, qui s'arrête. C'était à l'époque où j'étais avec Garlin Chichery, donc où je faisais des cascades. C'est Harry Vatanen qui est venu te secourir après un crash au Dakar. Exactement. Incroyable. Et c'est de là qu'on a lié amitié, tu vois. Et on se voit très souvent, on s'appelle. On n'est pas loin, en fait, dans la maison dans le sud de la France. Ah oui. T'as dû halluciner. Il est né à Manosque. Et Harry a une maison à Manosque, dans la région. Quand toi, t'es sur le toit, je ne sais pas comment c'est passé, tu ouvres les yeux, t'as Harry Vatanen qui vient te secourir, c'est quand même un peu spécial comme vision. Ouais, c'était un peu compliqué quand même parce que tonneau par l'avant, à l'époque il n'y avait pas de limitation de vitesse, donc c'est, je ne sais plus à combien on était, presque 200, enfin un truc, et puis ça commence à tourner, on a eu le temps de se regarder dans la voiture que tu es encore en l'air de tourner et de se dire bon ben... et ça finit sur le toit, je demande à Garlin ça va, il me dit non, bon ok, donc je me souviens avoir tout organisé et là donc du coup Harry arrive avec son copilote de l'époque était Tina Turner et ils nous ont tout organisé avec nous et après on a été évacués. Mais c'était la première rencontre avec Harry. La classe, Harry Vatanen. Donald, vous avez évoqué la ville de Manosque en moto, ça vous dit quelque chose, le kit de Manosque ? Ah bah oui, moi je connais. Ça me dit quelque chose. Quand même. Pas du tout. Jean-Michel Bell, JMB. Ah, bon, faut qu'il vienne aussi. Bien sûr. Et il a des belles histoires aussi. Garlin, quand est-ce qu'il vient ? Peter, quand est-ce qu'il vient ? JMB, ça fait beaucoup, mais on va les savoir. Ça va. Garlin, il était spécialiste des chutes assez
voulu. Ah, il en a fait quelques-unes. Mais il est très belle quand même, il réussit des drôles de trucs. Mais il est génial. Ce mec, il est génial. Je ne savais pas du tout, je ne me souvenais pas de ça. Mais que Harry se soit arrêté... Premier Dakar, c'était Garlin-Chichery. Ça, tu ne m'étonnes pas du tout que Harry se soit arrêté. Oui, c'est normal. Quand il y a un accident comme ça dans le désert, les premières voitures derrière sont obligées de s'arrêter. Pour la sécurité, c'est mieux que... Évidemment. Je ne t'ai pas présenté, désolé pour l'impolitesse, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu me dis si je dis une bêtise. Hein. Champion WRC2 en 2015, 4 titres au Dakar, 2015, 2019, 2022, 2023, s'il vous plaît. 7 titres mondiaux, 9 titres au Moyen-Orient, avec la légende Nasser Al-Attiyah. Et en 2026, c'est avec Guillaume Demévius sur X-Red Mini, avec une victoire d'étape après un accident, mais on en parlera tout à l'heure. C'est pas le but, c'est surtout de parler de ta carrière. Sacré palmarès, t'as tout fait dans le rallye raid, quoi. Une belle carrière, qui a commencé en France, petits rallyes régionaux, et puis petit à petit on monte du national, championnat de France. Bon, entre-temps, gagner formule de promotion, ce qui te permet d'entrer directement dans le vif du sujet avec une équipe officielle, une voiture officielle, tout le team qui va. Donc ça, c'était chouette. Et puis après, petit à petit, on se met à rêver d'aller rouler championnat d'Europe, championnat du monde. Là, c'est bon, j'ai presque tout réussi. Et puis l'histoire de Dakar a commencé au milieu de tout ça. Mon premier rallye 1997, premier Dakar 2005, et après, le palmarès est venu un peu plus tard, mais au final, une belle évolution et qui s'est bien enchaînée, en fait, au fil du temps, des bons pilotes, des beaux teams et des belles victoires au final. Mais j'imagine. Alors, à chaque fois, je me dis, je repose la question plus tard, parce que ce sera le bon moment, mais à chaque fois, j'oublie. T'es pilote, tu as un bon coup de volant. Qu'est-ce qui t'a amené de piloter à copilote ? En fait, moi, je faisais du ski avant. Oui. Ça venait de mon père, qui était lui aussi moniteur de ski, qui avait fait des compétitions plus jeunes. Et donc, il m'a mis sur mes skis à 2 ans. Il m'a poussé sur la neige et je me dis, tiens, c'est pas si mal. Et j'ai essayé de continuer là-dedans. Et mon rêve, au début, c'était de devenir skieur professionnel. Luc Alphand. Luc Alphand, mais j'étais plus destiné à aller hors piste. Donc c'est pour ça que Garlin est important dans l'histoire, parce que moi, les piquets, on est tous obligés d'en faire quand on est petit. Et après, on regarde à côté, c'était le début du ski cross, donc 4x4 ou 6x6 à l'époque, les virages relevés, les sauts, c'était génial. Et puis le freeride, donc hors piste. Donc je me suis lancé là-dedans, et puis finalement, un niveau qui n'était pas satisfaisant ou assez pour aller vraiment en équipe un peu plus loin. Et je me suis déjà à l'époque fait mal au genou, donc on te met de côté et on passe à autre chose. Et c'est à cette époque-là que un de mes amis, avec qui j'étais avec son frère à l'époque au lycée et après en fac, c'est Emmanuel Guigou. Et Emmanuel Guigou, Manu Guigou. Et ce Manu Guigou, il me dit, écoute, lui, il était copilote, il passait pilote, là. Il me dit, si tu veux, je te prends avec moi et puis je t'apprends, tu verras, c'est facile, c'est comme en ski, la trajectoire, le frein, le placement, tu vas te régaler. Mais pour pas perdre de l'argent et du temps, mets-toi à côté, je vais t'apprendre et après tu te mettras au volant. Et finalement, je suis resté à côté. Oui, mais ça a extrêmement bien fonctionné, mais je ne suis pas fou, parce que vraiment, il y a des périodes où je regardais vraiment le Dakar tous les soirs et que tu parlais, que tu avais eu des volants, tu roulais un peu. Ouais, j'ai eu la chance. Ouais, je sais faire, mais j'aurais aimé, en fait, moi, être au volant. Ah oui. Mais à l'époque, pas forcément l'argent qu'il fallait pour débuter. Mes parents m'avaient dit, bon, écoute, ton truc de sport auto, ça ne marchera jamais. De toute façon, il n'y a aucun avenir dans le sport auto. Donc, je me suis débrouillé avec ce que j'avais et il m'a semblé que le fait d'être à côté me ferait gagner en expérience. Donc, tu apprends à prendre des notes, tu apprends la logistique, tu apprends tout ce qu'il y a autour, la mécanique. Je ne connaissais rien du tout. Donc, tu apprends tout ça facilement, entre guillemets. Et après, je me dis, je me mettrai au volant après. Chaque chose en son temps. Ah ouais. Sauf que, justement, ces histoires de formule de promotion, on gagne une formule de promotion, on se retrouve dans une vraie belle équipe, on commence à te payer pour faire ça, et en plus, tu as des résultats. Donc, je dis, là, je suis quand même bien emmanché dans un truc qui fonctionne et qui finalement me plaît. Si moi, je me mets réellement au volant, je ne suis pas sûr d'être à ce niveau-là, et ça va me recoûter de l'argent derrière. Donc, à un moment, je dis, je reste copilote, on verra bien. Oui, c'est sûr que si tu es extrêmement bon, et tu l'as prouvé en étant copilote, c'est-à-dire que des pilotes, il y en a des tonnes, tu as fait la différence là-dessus, et c'est une belle carrière que tu as tracée, donc bravo pour ça. Ouais. Oui, parce que, est-ce que tu aurais gagné 4 Dakar si tu avais été pilote? Ah ouais, non, j'en sais rien, peut-être j'en aurais gagné 5. Oui, t'es mauvaise langue, là, Rémi, là. Non, ça on peut pas savoir, mais au final, le plaisir et quand tu vois maintenant tout ce qui s'est passé dans ces années qui ont suivi, je pense que le choix était le bon. Et aujourd'hui, je me fais plaisir au volant.
sans aucune logique de résultat ou quoi que ce vrai. soit. Et finalement, c'est vrai que j'ai fait, comme tu disais, j'ai participé à pas mal d'événements, le Trophée Ambros, des rallyes sur terre, des rallyes en SSV, des endurances. J'ai eu la chance de rouler avec des très belles voitures en circuit, anciennes, des anciennes groupes C du Mans. J'ai même roulé en LMP1, une LMP1 du Mans qui a terminé 2e, c'était la Rébellion à l'époque. Ok. Oui. Donc on m'a donné la chance de rouler avec des très très belles voitures, Formule 1 aussi, vintage, que finalement j'ai cassé à la fin. Mais bon. Faut pas le dire. On va couper, on n'est pas en direct, ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai que j'ai roulé avec beaucoup de voitures. Romain Dumas aussi, avec une Porsche Cup de Romain Dumas. Enfin, toutes ces voitures-là, finalement, quand je me mets au volant, je me régale, je me fais plaisir, et finalement, ça fonctionne pas trop mal. C'est beau. Si, j'avais fait formule de promotion Peugeot aussi en circuit. Ah, donc pareil, avec Sébastien Loeb en copilote. Non. Mais bon, je m'étais régalé. Non, mais les bons skieurs, ils font des belles perfs. J'ai cité Bob Volek, qui n'est plus de ce monde, Patrick Tambay, qui était junior équipe de France. Je vais citer Killy, Jean-Claude Killy. Comment tu l'as dit tout à l'heure Lucas Alphand, évidemment. Enfin, des gens qui ont le ski, ça mène à la glisse, la vitesse, les trajectoires. Les pilotes moto, la trajectoire, ils me disaient qu'ils regardaient beaucoup le ski et vice-versa. Et la seule chose qui leur faisait un petit peu peur aux pilotes moto, à certains, c'était le saut à ski. Là, quand même... Le saut à ski, c'est encore une autre discipline. Il n'y a pas de protection, le saut à ski. Non. À la différence du motard, il n'y a pas de protection. Il faut être le plus léger possible. Et j'ai oublié Ogier, naturellement, Sébastien Ogier. Ah, je savais pas. Mais on en lui apprend tous ski les à jours. Gap. C'est beau. Mais voilà. On en a beaucoup parlé, on a commencé cette mini-interview, mais évidemment, je ne pouvais pas me retenir. Ça fait longtemps que je voulais recevoir Mathieu. Évidemment, l'émission a débordé, évidemment, comme d'habitude. On va parler, comme je ne l'ai pas précisé, du Grand Prix de Formule 1 de Miami. Par contre, on va parler aussi de toi avec le Grand Prix de Jerez. Mais avant ça, c'est une news qui ne vous a pas échappé. C'est le décès tragique de Alex Zanardi qui a bercé l'enfance de tous les passionnés de sport mécanique, qui a été disparu la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Louis ? Je crois qu'il n'a pas pu résister à tout ce qu'il a enduré dans sa vie. Parce que Zanardi, c'est synonyme de ténacité. On dit résilience maintenant. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un qui en voulait, qui n'a pas lâché prise un seul instant. Notre ami Baumel n'a pas lâché prise quand il a eu son accident géant. Ça, on l'a vu. Eh bien, voilà. Eh bien, lui, c'est pareil. Je vais remonter quand même au Grand Prix de Belgique 1993 aux essais. Je le vois au freinage de la source à Spa, en contact, pas fort, mais un contact quand même en Formule 1, avec Patrese, en raison de mésentente pas grave. Il négocie la descente, le raidillon, et dans le raidillon à la sortie, il se placarde à 280 à l'heure. Et là, je peux dire que les emmerdements ont commencé, commotion cérébrale, machin, etc. Et à chaque fois, il est revenu. À chaque fois, il est revenu. C'était là Ça c'est Indianapolis. Ça, c'est Indianapolis ? Oui, non, c'est pas grave. Mais à chaque fois, ce que je veux dire, c'est qu'il a trouvé le moyen de revenir, voilà, de se refaire. Il a couru en kart, à l'époque, c'était la Formule Indianapolis. Il a été 2 fois champion. Et puis, il continue dans ce domaine-là. Et ils font une course en Europe sur le Lausitzring. Le Lausitzring. Où il y a un anneau. Et là, il se fait couper en 2 par un autre pilote. Et amputation des deux jambes immédiates. Par Alexandre Tagliani. Tagliani, c'est ça. Et il revient encore. Les 2 jambes coupées, il revient encore. Et il est champion olympique. C'est incroyable. Mais surtout, Jean-Louis Donald. En e-bike. Il revient, il va vouloir, c'est ça qui m'a marqué, il veut revenir, après avoir perdu les 2 jambes, au Lausitzring, faire ses 13 tours qui manquaient à 300 km/h. Pardon ? Oui, il a voulu retourner sur ce circuit allemand d'Ex-Allemagne de l'Est pour aller faire ces 13 tours qui lui manquaient. Ça, c'est incroyable. On est un peu fou pareil, parce que c'est la première chose que j'ai décidé, c'est de retourner au Dakar. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Tu peux penser à plein de choses, tu peux te dire, maintenant on va faire un peu plus soft. Non, parce qu'on a ça en soi. Enfin, quand on est compétiteur et qu'on fait les choses par passion, on doit y retourner. Il l'a aussi fait sans doute au Lausitzring pour conjurer le mauvais sort avec ce circuit-là. Oui. Pour se dire, voilà, c'est... Et médaillé d'or en bike au Paralympique, voilà. Franchement, la ténacité, et il n'a jamais perdu, tiens, comme notre ami Baumel, l'aspect sympathique et agréable. Tout le monde l'aimait en Formule 1. Tout le monde l'aimait en Formule 1. Mais bien sûr, Jean-Louis, tu sais ce qu'il a fait d'autre ?
Il a fait une association pour aider les enfants, les gamins, et faire des prothèses pour les... Il a pensé aux enfants amputés. C'est incroyable. Donc je suis heureux d'en parler, comme on est tous heureux d'en parler. Voilà, et j'espère que de là-haut, il va avoir une vie encore plus sympa. Ouais, c'est fou, hein. C'est vrai que ce destin où il a rien lâché, comme toi, vous avez rien lâché après un dramatique accident, c'est vrai que c'est fou. On sentait la rage qu'il avait quand il est champion olympique en e-sport. C'est complètement fou ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a vraiment marqué le sport méca, mais j'ai envie de dire le sport tout court. Comme tu le fais. Toi, tout le monde a parlé de cette résilience, de ce que vous avez fait tous les deux. Bravo pour ça. C'est vrai que c'est chapeau. Bon, il ne me reste plus qu'à aller aux Jeux Olympiques alors. Non, mais c'est bon, reste en Dakar, moi ça me va très bien. Non, c'est pas comme ça. Lui, qu'est-ce que tu veux faire? Il était obligé, après, c'est plus possible. Après, quand tu es sur le lit d'hôpital, tu réfléchis quand même à plusieurs options. Parce qu'on ne savait pas à l'époque si j'allais avoir une jambe, 2 jambes de coupées. Oui, c'est vrai. Donc tu fais en fonction, et bon, alors s'il m'en enlève une, je devrais toujours pouvoir faire des choses, donc ok, on va relancer le Dakar. Si j'y arrive, ça serait génial. Et puis après, tu te mets à penser à d'autres choses. Donc je te cache pas que les Paralympiques, ça peut être une option aussi pour la suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas revenir sur le ski, le vélo, enfin il y a plein de sports. J'ai regardé peut-être le tir, c'est des trucs sympas aussi. La seule chose, c'est que je veux pas un sport où je vais être dans un fauteuil. Je peux encore être sur mes jambes avec la prothèse, donc voilà. Tu as parlé de la 2e jambe, tu m'as confié, peut-être que je peux le dire, qu'elle était renforcée elle aussi. Oui, elle est toujours pas guérie à 100%. Ça, je voulais pas dire ça, mais en plus, donc voilà, c'est important de pouvoir continuer à lutter, de se placer et tout. Exactement. Et que tu restes comme ça. Bon, c'est bien. C'est beau. On revient sur le Grand Prix de Formule 1 de Miami. Beaucoup de choses à dire, évidemment. Après un mois de pause, la Formule 1 de retour, avec quelques modifications. Quelles sont justement ces nouvelles règles introduites à Miami? Alors, 2 ou 3 réunions, je vais être obligé de vous casser les pieds. Je suis désolé. Ah oui. Je suis obligé de parler des mégajoules et des machins trucs. Qu'est-ce qu'il fait du raconter? Parce que voilà, donc on a vu que les situations de recharge exceptionnelles entraînaient ce qui est arrivé à Berman au Japon avec Colapinto. Donc il a failli se faire mal, puisqu'il était quand même contusionné. Donc on a réduit la charge de 8 à 7 mégajoules, je l'ai noté, mais c'est compliqué. Et le super clipping, c'est-à-dire quelque chose qui va vous hérisser tous, c'est-à-dire on profite de la ligne droite pour recharger les batteries, pour être tranquille après. Donc, et là on voyait, parce qu'après les images ont été coupées, on voyait la VMAX descendre 324, 320, 318, 316, et le moteur, ça c'était pour recharger. Ça a été coupé aussi, ça a été ramené à 3 secondes, et une recharge de 350 kW tout de suite, plutôt que de 150 kW. Le boost est plafonné, le système de départ a été amélioré aussi, ça s'est vu, donc beaucoup de mesures qui vont dans le bon sens, mais on n'est pas encore tout à fait au degré où on doit être. Ça, on y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que les grosses modifications auront lieu ensuite, après le Grand Prix du Canada. Je vous rappelle que les grosses modifs étaient ici pour McLaren et pour Ferrari. Mercedes n'avait aucune modif. Ils ont gagné la course malgré tout, avec Kimi Antonelli. Et donc les grosses évolutions Mercedes arrivent au Grand Prix du Canada dans 3 semaines. Mais il y a quand même un gros souci. Tu me dis si je dis une bêtise, mais j'ai cru voir sur les réseaux de voir que Alonso était moins vite que les F2 avec les voitures en l'état. Elle n'est pas vérolée la saison finalement? Elle est vérolée probablement pour Aston et pour Alonso, et j'espère quand même qu'il va trouver quelque chose à faire parce qu'il a envie que son fils le voit courir. Donc, oui. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas qu'un problème de la voiture, non, c'est la réglementation. Je comprends ce que tu veux dire, mais il va falloir que... Oui, ça s'arrange, mais c'est pas tout à fait là que je voudrais aller. C'est te dire que ce que je voudrais, c'est qu'on s'occupe un peu plus des fans. Je crois que je vous ai raconté cette aventure un jour. Enfin, cette aventure, non, cette anecdote. J'ai interviewé Michael Schumacher, et naturellement, tu interviews Schumacher, tu as un attroupement. Et il y a 2-3 fans qui poussent un peu les caméramans. Tu connais les caméramans, si tu les pousses, le cadre bouge, ça leur plaît pas. Et il n'a pas eu un mouvement d'humeur, c'est un très gentil caméraman, tu vois, mais il a mis un peu un coude, mais pas un coup de coude, un coude pour, tu vois. Et Schumacher se penche vers moi et me dit « On n'est rien sans les fans ». J'avais compris la leçon, donc j'ai fait signe au caméraman, mais il n'y pouvait rien. Et donc, je pense qu'on doit trouver quelque chose qui soit vraiment dans l'esprit des fans sur cette nouvelle réglementation. Donc, refaire complètement les qualifications, qu'elles soient faites
à fond de train comme elles étaient avant, et pas en rechargeant les batteries. Mathieu, il doit se dire, non mais c'est des marteaux, il recharge les batteries en route maintenant. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, il faut faire ça, et il faut que, pendant la course devant leur télé, les fans puissent comprendre quelque chose. J'ai gardé la phrase de mon ami Julien Febvreau, il a dû garder de la batterie pour la prochaine ligne droite. Il a raison, Julien, de l'expliquer sur Canal, ce que fait le pilote, je ne me rappelle plus lequel. Mais comment on peut expliquer ça aux fans? Il a besoin de recharger sa batterie. Tu vois, mais j'ai plus l'impression que c'est ça qu'on doit comprendre. C'est pas tant les fans, parce que nous, quand on le regarde, je trouve qu'il y a quand même du spectacle, mais j'ai l'impression que j'ai mal pour les pilotes de les voir tous rouspéter et se dire on s'en met. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, il y en a deux qui n'ont pas rouspété depuis le début de l'année. Antonelli et Russell. Oui, comme par hasard. Non, c'est bien, c'est bien. Alors donc, je clôt le chapitre avec ces deux-là. Mercedes donc apporte ses grosses évolutions au Canada. Donc déjà, ils ont gagné les Grands Prix. Donc et on voit que le moteur Mercedes marche toujours fort. Il va falloir attendre de voir ce qu'ils vont apporter au Canada. Et après seulement, on aura ce qu'on appelle l'ADUO, c'est-à-dire l'ADUO, c'est A2D, autorisation d'un nouveau design, à la fois pour le châssis et pour le moteur, avec donc des grosses modifications. Très bien. Tu voulais nous parler évidemment d'Antonelli sur la course sprint et aussi sur la course principale, mais sur la sprint, il a été pénalisé? Oui, oui. Tu sais qu'on n'a pas le droit de franchir les lignes blanches, donc trop de fois. Ouais. Le tour est supprimé, une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, drapeau blanc et noir. Voilà, c'est fini pour vous. Si vous continuez, la pénalité sera encore plus grosse. Il a donc pris 5 secondes de pénalité, mais enfin, c'est pas grave, je voulais noter que il avait gagné le Grand Prix le lendemain. C'est pour ça que je parlais de ça. Donc ça, c'était. Ça lui a coûté 2 points, donc c'est ça, 2 places, il a perdu 2 places. Oui, il a perdu 2 places. Voilà. On ne sait jamais, on va retenir quand même ces 2 points. C'est des points, je suis d'accord. Voilà. Tu suis la Formule 1, Mathieu? Alors j'avais laissé un peu de côté, je regarde comme tout le monde, mais j'avais laissé un peu de côté pour toutes les choses qu'on a dit. C'est vrai que c'était pas vraiment hyper attrayant derrière la télévision. Mais là, je me suis mis devant la télé l'autre soir pour ce Grand Prix en disant bon, on va bien voir. Et le premier tour m'a fait rester devant ma télé jusqu'au bout. Franchement. Ah, mais toi, t'as aimé le 360 degrés de Max Verstappen. Oui, déjà, mais la manière. Donc après, il se rattrape, après il remonte. Les Ferrari qui passent devant. C'était au final un beau Grand Prix quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai. Merci, Mathieu. Je t'ai dit, il y avait un mieux. Il y a du mieux. On est beaucoup mieux que ce qu'on était à Melbourne, en Chine et au Japon. Enfin, Australie, Chine, Japon, c'est du mieux. Il faut qu'on aille encore un peu plus loin. Il y a juste un petit coup d'épaule à donner. Bon, il va falloir peut-être parler à Mercedes. Il réduise un peu la distance. Mais j'ai des amis ingénieurs qui disent, ils ont calculé exactement, que le moteur Mercedes était à 4,5% au-dessus du moteur Ferrari, qui est le deuxième dans la puissance. Ça fait beaucoup, c'est énorme. On est bien d'accord, voilà, donc on en est là. Le prochain Grand Prix, je vous l'ai dit, c'est le Canada dans 3 semaines. Mais auparavant, je voulais aussi qu'on parle du sprint. Tu n'as pas regardé le sprint? Non, j'ai regardé non. Pareil. Le sprint, le sprint, c'est passé un truc absolument formidable. C'est-à-dire que Hamilton et Verstappen ont fait roue contre roue 3 virages. Et tu vois que là, tu as affaire à 4 titres de champion du monde d'un côté, 7 de l'autre. Il n'y a pas eu un cran. Roue contre roue. C'est Max qui a gagné d'ailleurs, ce duel de quelques secondes. Mais ça, c'est un exemple pour tous les jeunes. Tu vois ce que je dis? Je voulais te poser cette question. Elle n'est pas sur ce qu'on avait prévu, mais il y a quand même un souci de météo. Enfin, on a quand même avancé la course, si je ne dis pas de bêtises, pour des problèmes de météo. Ça, c'est la loi aux États-Unis. Ah, c'est que parce que c'est les États-Unis? Non, c'est la loi aux États-Unis. Si pour les supporters, notamment dans les tribunes. 53% de chances de foudre, tu ne peux pas réunir autant de monde pour un spectacle, peu importe de chansons, de courses automobiles, de ce que tu veux. Il doit pour 30 minutes. Hein. C'est la loi, la loi américaine. Et comme ils ont vu que, ils se sont dit, ben voilà, les prévisions sont telles, on avance. J'étais persuadé que c'était encore leurs histoires où il y a trop de spray, la voiture perd l'adhérence et tout ça. Non, mais je l'ai vu venir, moi. Ils ont pris une bonne décision de l'avancer. Non, bien sûr. Oui, je croyais que c'était ça, parce que comme les wet ou les super wet. Parce qu'on aurait pu être parti pour. Tu te souviens un petit peu de. Il y a eu une course à Spa en 2021. Oui, on a eu 2 tours de voiture de sécurité, bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Donc, pour revenir aux deux, là,
Verstappen et Lewis Hamilton, ils m'ont enthousiasmé rien que pour ça. C'est rien, c'est sur 600 mètres. Hein. Mais franchement, là, tu donnes des leçons à tous les jeunes. Et tous comment les il a jeunes fait pour pilotes à faire un bout de fou. 360 et repartir comme ça Ça c'est... Et jamais trop sortir Ça, personne et qu'il n'y ait pas eu un strike. En fin de course, Leclerc a fait la même chose. Oui, Et normalement, tu repars pas d'un truc comme ça. Et vrai. les deux, pam, pam, pchit. Mais là, tu as dit en fin de course, mais là, c'est au départ, il y a tout le peloton. Je sais. Tu peux faire un strike. C'était incroyable. Tu as raison de le souligner, mais dans son mouvement, Charles, il est passé plusieurs fois en dehors de la piste. Et d'abord, tu n'as pas le droit, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Et ensuite, il avait une voiture assez abîmée, disent les commissaires, et donc ils l'ont pénalisé. Mais Du pourquoi coup, 20 secondes d'ailleurs? Enfin, c'est parce hyper que cher normalement- payé quand même. Ah bah non, c'était bien plus cher payé, c'était un drive-through. Quand tu Ouais. sors comme ça, avec une voiture endommagée, que l'écurie ne t'arrête pas, c'est un drive-through. Mais il avait déjà pris tarif, il était 3, il a fini, il était 6. Dans le dernier tour, ils n'auraient pas pu de toute façon. Non, Oui, c'est mais pour bon. ça. Donc, il transforme, c'est le dernier tour, bravo, le drive-through en 20 secondes. 20 secondes, et donc, il est de 6e, il passe à 8e. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils auraient mis la même chose pour Max? Non, si, Comme par hasard, non? non, je crois pas. Non, je Ça, c'est de l'anti-Verstappen. Je crois pas. Mais c'est parce que honteux. c'est vrai! Mais Dites-le nous en commentaire, Mais- parce que c'est vrai! C'est pas- non, mais- pourquoi il a aimé le Grand Prix? Mais t'as vu- t'as Pour vu- l'exploit t'as qu'a vu fait Verstappen. Alors, Et pourquoi les gens ils regardent les Grands Prix moto? Parce qu'il y a Marc Marquez. Tu enlèves Marquez en MotoGP, tu enlèves Verstappen en Formule 1, c'est beaucoup moins intéressant. l'exploit de Max et la leçon derrière, tout le monde l'évite. Ça, c'est vrai. Franchement, vrai. on voit que c'est pas des garçons qui ils ne savent pas tenir un volant, ils savent le tenir. Bon, en tout cas, celui qui n'a pas réussi à éviter l'accident, malheureusement, c'est Pierre Gasly qui s'est fait percuter par Lawson. Alors, le Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait ce qui s'est passé, mais raconte-le-nous. Non, mais en monoplace, tu sais très bien que si tu engraines les roues, Ah oui, c'est il y a le terminé. phénomène. Donc, l'Alpine est partie un peu en l'air, et donc en tonneau, puisqu'il y avait que d'un côté, pas dessus, et puis elle s'est retrouvée perchée sur le mur de protection. Et c'est là que j'ai appris, et là je regarde Rémi ici avec des gros yeux, c'est là que j'ai appris que Liam Lawson, mon fils de Eddie Lawson, ce Lawson, pilote de moto, était complètement dingue, j'ai lu ça. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Qui est complètement dingue? Eddie Lawson. Lawson. Eddie Lawson. Bah, à part qu'il a été 4 fois champion du monde. Ah bah oui, bon voilà. Bon, non mais il était complètement fou, pas du tout. Parce Non, que j'ai bah, vu il y des a- commentaires, c'est bien le fils de son père. Ah bah il y en a. Bah non, il y en a eu des plus fous que lui. Hein. Bon, d'accord. Il y a eu des pilotes plus fous que Lawson. Non, hein. non, bon, non, mais j'ai bien fait de poser la question. Non, Ça non. le défend un peu. Bref, Il y a des souvenirs de soirée qui arrivent dans la tête de Rémi, là, un coup, là, Ils sont pas très bien entendus, si tu veux. Bon, tonneau, hop, il retombe sur le mur de pneus. Il Voilà, n'a fin pas de du tout l'histoire. fait d'erreur, Gasly, hein, il Non, était à l'extérieur, et puis, bon, Lawson, c'était un peu raide quand même. Hein. Ça revient un peu à la leçon que je t'ai donnée tout à l'heure sur Hamilton et Verstappen, sur Lewis et Max. Eux n'ont pas fait. C'est vrai. Oui, mais Verstappen, il savait qu'il avait le bouton triangle pour revenir en arrière si jamais il y avait un souci. Et là, ça fait la différence. C'est intéressant la question que tu as posée parce qu'en discutant un jour, il y a des pilotes qui m'ont dit mais tu penses au Mugello à rouler à 360 km/h pour freiner qu'un individu normal, il faut être un petit peu fou pour être pilote moto. Parce que là, c'était sur 2 roues cette fois-ci. Oui, Donc, oui, c'est des extraterrestres. D'ailleurs, c'était le surnom de certains pilotes comme Freddie Spencer. Et c'est pas, pour le commun des mortels, c'est pas possible d'imaginer faire ça, quoi. Ouais. En tout cas, un qui nous a fait mal au cœur, c'est Isaac Hadjar. Alors, une fois qu'il a tapé en interview, mais j'avais envie de pleurer pour lui. Mais vraiment, tu sentais qu'il faisait un mea culpa. Il le disait, il est allé au taquet tout le week-end, c'était la fois de trop. C'est erreur de pilotage ou est-ce que tous les pilotes sont au 1000 près et que ça peut arriver tout simplement? La belle phrase a été « et j'ai abîmé la voiture ». Oui. Et ça, c'était Alors que l'humilité. tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de Gilles Villeneuve, que j'adorais, qui était un pilote, en dehors d'être un pilote extraordinaire, un type formidable. Gilles Villeneuve, il avait un problème avec la voiture, il descendait de la voiture, il ne regardait même pas la voiture, il partait. Elle l'avait trompé, elle l'avait lâché, il ne la regardait même pas. Et l'année après, il passait avec une autre voiture. Du coup. et ben Isaac Hadjar, et j'ai abîmé la voiture, il était désespéré. Ah, mais. Désespéré, mais il a pris aussi, vous avez vu avec les caméras, il a pris une rage. Ça a duré. dans le Ça a duré dans le cockpit. Il est coléreux. Après lui, bon. En même temps, je pense que le Colérique, baquet Red Bull, il est difficile à avoir. La moindre erreur, on se dit, oula, c'est peut-être un truc à pas laisser passer. Être l'équipier de Max, on l'a toujours dit ici sur ce plateau, ce n'est pas facile. Évidemment. Bon, on espère que ça ira mieux pour Isaac. Les prochains GP, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais il a beaucoup de talent et ok, il a tapé, mais il a montré tellement une humilité dans cette interview. Ça m'a frappé pareil, c'est assez fou. Dans des faits de course comme ça,
avec Nasser ou d'autres, des moments où ça tape, il y a des moments de rage où on s'en veut, où toi tu rates un waypoint. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Ouais, mais c'est sûr qu'il y en a quasiment tous les jours, des erreurs de commises, que ce soit au pilotage ou à la navigation. Après, ce qu'on apprend justement avec l'expérience, c'est d'arriver à revenir sur la bonne route le plus rapidement possible. Alors évidemment qu'on s'en veut, parce qu'une crevaison, tu sais que ça te coûte 2 minutes, enfin 1 minute 30, 2 minutes. Une erreur de navigation, ça peut aller au-delà de 10, 15, 20 minutes. Là, tu te bats finalement, tu perds ton Dakar peut-être sur une erreur de navigation, mais c'est ce qui fait aussi qu'on se régale, enfin moi en tout cas je me régale dans ce métier, c'est de dire j'ai été un peu moins mauvais que les autres aujourd'hui et finalement on a gagné la spéciale et puis tu continues comme ça. Mais c'est évident que des situations comme ça un peu difficiles, il y en a tout le temps, donc il faut arriver émotionnellement, si tu veux, à mettre ça rapidement de côté pour pas perdre tes moyens, rester focus sur la suite et revenir le plus vite possible sur la bonne route. Il y a des moments quand tu lis le roadbook et que toi avec l'expérience que tu as, tu te dis ah, c'est là que je vais faire la différence. Alors oui, parce que tu sens en fait quand ça va être un peu compliqué et que c'est foireux et déjà toi tu as un peu hésité. Alors il y a une grosse différence entre j'ouvre la piste et je suis suiveur, donc 4e, 5e ou plus même sur la piste. Mais parce que quoi, tu vois les traces ? Exactement, quand tu es devant, il n'y a pas de traces. Il y a un peu les traces des motos de temps en temps, bien que maintenant les parcours soient séparés. Donc moi j'adore ça. Quand tu es premier sur la piste, c'est génial. Par contre, tu sais que tu vas perdre un peu de temps. Donc ou ton pilote arrive à faire un peu la différence en disant aujourd'hui on va prendre un peu plus de risques et on reste bien concentré, on essaye de ne pas faire d'erreur, et ou sinon tu sais que tu seras un peu en retrait et le lendemain c'est un jour sur deux et il faut bien calculer la stratégie. Mais quand tu es dans cette portion en fait où tu sais que c'est compliqué, tu vois que les notes elles sont pas faciles à comprendre, que tu sais que tu as pris la bonne route, là, il faut rester focus et il faut te dire c'est maintenant qu'on fait les quelques minutes d'écart. Oui. Derrière, ils vont peut-être se perdre, ils vont peut-être tourner. Donc là, on reste concentré et on en rajoute un peu si on est sûr d'être au bon endroit. T'es une machine, Mathieu. Je t'ai pas posé la question. Pas dit que ça marchait à chaque fois. Si. Non, mais laisse tomber. Il n'y a pas meilleur que lui. Ne cherchez pas. C'est ChatGPT du roadbook. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle quand tu as Mathieu à côté. Tu sais que tu ne te perds jamais. D'ailleurs, quand tu es sur la route, dans la famille, tout le monde va faire quoi ? Tu t'es trompé sur la route ? Exactement. Mais c'est pas moi, c'est le GPS. Waze n'est pas le meilleur copilote pour toi. C'est toi qui c'est comme Chuck Norris. Non, Mathieu n'a pas besoin de Waze, c'est lui qui est Waze. Bon, après, se balader dans Paris, c'est plus compliqué que dans le désert. Ah bah je te fais... alors, c'est moi qui fais ton copilote. Allez, tu sais qui est la coupable, là, c'était Madame Hidalgo, avec les travaux, Attention, c'est moi qui force sur Anne Hidalgo, attention Rémi, j'ai ce monopole. Jean-Louis, je ne t'ai pas dit, et je t'ai pas demandé comment ça s'est passé pour la marque Ozano, comment ça s'est passé pour Audi à Miami. Alors, ça a été compliqué ? Oui, beaucoup de soucis, et des petits soucis de fiabilité qui font des gros dégâts. La fuite de liquide hydraulique, tel qu'a lieu, elle a failli mettre le feu à la voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est des détails. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une équipe neuve, vraiment neuve, même s'il s'appuie sur Sauber qui existait avant, il faut roder tout ça. Les staffs ont changé, les chefs mécaniciens ont changé, il faut se démarrer. On n'est pas loin, hein. On est du début de la saison. Attends, il faut encore du temps. Moi, je les laisse un peu faire, parce que je pense que la voiture n'est pas si mal que ça. Bortoletto marche toujours bien. Bon, Nico Hülkenberg, un de mes copains, il n'a pas eu la chance qu'il fallait. Lui, il a été beaucoup touché par les problèmes. Mais voilà, la voiture marche, et pas si mal que ça. Sauf qu'il faut résoudre ces petits problèmes. Ça arrive partout. Très bien. Merci Jean-Louis pour cette belle page Formule 1. Et nous allons partir maintenant, on va enlever 2 roues à ces voitures et partir sur 2 roues pour parler de MotoGP avec Rémi Tissier. C'est parti. Rémi, Gérez égale Marquez, mais quel frère du coup ? Les deux. Ah. D'abord, c'est une bonne nouvelle, la résurrection de celui qui va venir, là, on va le croiser mercredi avec Randy Depugnet pour une belle interview. Alex, qui est au passage, en travaillant sur son interview, je me suis dit, il a déjà eu un conflit avec quelqu'un ? Est-ce que dans toute sa carrière, j'ai déjà vu, parce que tu es bien placé pour savoir que Marc Marquez, il en a eu des conflits, y compris avec Valentino Rossi. Mais en fait, c'est le petit frère, c'est le gentil, hein, c'est incroyable. C'est ce qui dégage, ouais. C'est 2 personnalités totalement différentes. Quand tu vois le nombre d'accrochages qu'il y a eu dans lesquels il est impliqué Marc Marquez, que je comparais à Verstappen, Alex Marquez, c'est le gentil. Il est revenu, il est revenu, il était bien, il allait probablement gagner, puis il s'est mis à pleuvoir. Et Marquez a encore eu un coup de génie. Il est tombé, il est repassé sur l'herbe.
il a pris la moto, puis il a été gagné le Grand Prix. Ah oui, bah, explique-nous. Donc, Marquez chute, et après victoire. Il fallait rentrer à ce tour-là. Il vient de passer, il s'est dit... Oh, mais il a coupé. Ben oui, mais c'est pas interdit par le règlement. Ah, mais c'est comme Max Verstappen. Johann Zarco, c'était différent. Ce qu'il avait fait au Japon, c'était totalement différent. Et puis ça m'a rappelé, à un degré moindre, quand on commente avec Randy Le Punier, ce fameux Grand Prix de République tchèque, où il comprend... Non, mais seulement il comprend ce qui va se passer, mais il l'anticipe pas parce que lui, il avait demandé à son équipe d'être prête pour préparer la deuxième moto. Oui. Alors que chez Tech 3, pour Jonas Folger qui a eu la même idée, s'il n'était pas prêt. Donc déjà, il avait anticipé avant. Parce que je te rappelle qu'à la différence de la voiture, en moto, on ne peut pas dire à son équipe, ils essayent toujours, mais ils repoussent. Et comme il voyait qu'il fallait rentrer le tour d'après, et qu'il était en tête, il a coupé pour laisser passer 5 ou 6 de ses principaux rivaux. Et une fois qu'ils ont eu passé le point où tu ne peux plus rentrer, il était rentré, il avait été changé, il avait gagné. Mais là, revenons là-dessus. Il chute. Et pourquoi il devait rentrer sur ce tour-là? Et comment il fait pour, en même temps, gagner? Si tu chutes, tu perds trop de temps. Mais non, parce que tous ceux qui sont restés... À la fin, le dernier qui reste, c'est Fermin Aldeguer. On voit quand il se fait doubler, à droite de là, c'est impossible. C'est la différence, tu ne peux pas rouler avec des pneus slicks sous la pluie comme ça. L'écart est énorme. Donc il devait rentrer, il coupe la piste pour aller au stand, alors qu'il n'aurait pas dû rentrer à ce tour-là, il aurait fait celui d'après, finalement. Ah bah s'il n'était pas tombé, il gagnait jamais la course sprint, il terminait très loin. Il serait rentré avec une bonne partie de ceux qui sont rentrés au tour d'après. Loyal, enfin... Comment il a pas été pénalisé Non, il n'a pas été pénalisé. Parce que du coup, alors. Non, tu peux couper la piste et passer dans l'herbe. À cet endroit-là, c'était. Ce n'est pas dans le règlement. C'est pas dans le règlement. C'est pas faux. Il est très très fort. Je me rappelle d'une course aux États-Unis. Je crois qu'il est le premier à quitter la moto, à quitter la grille pour filer. Il est très intelligent pour tout. Je vous rappelle dernier à Buriram. Quand il se rend compte que le pneu va tomber en température, il coupe volontairement, il reste plus de la moitié de la course derrière son frère avant de passer. Non seulement c'est le plus fort et le plus rapide, mais en plus il est plus intelligent et surtout plus malin que les autres. Parce que là, il faut être malin. Visionnaire, il a la vista, oui, non mais ça c'est les champions. Ah ouais. Je t'ai pas demandé tes motards, Mathieu? Oui et non, j'aime bien. Moi, là où j'étais, j'avais une enduro. Après, j'ai eu une route, mais c'est trop dangereux. Donc j'ai mis ça de côté. Oh, c'était une KTM à l'époque. Ouais. Mais après, je suis passé enduro. Et enduro, je suis passé trial. Et trial, ça me va bien. C'est bien, c'est pour la concentration, c'est très technique. C'était super. Physiquement, c'était top. Et puis au moins, si tu tombes pas vite. C'est pas faux. Ou tu peux jeter la moto, tu t'en sors toujours. Mais donc là, c'est un peu plus compliqué maintenant. Mais je vais revenir quand même faire un petit tour de moto. Tu vas réussir avec la prothèse? Il y en a qui le font, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut juste, pour le frein, pouvoir mettre peut-être 2 leviers à gauche, ou peut-être là, pour le coup, électrique, chose que j'aime pas trop pour la Formule 1, mais j'ai entendu que ça allait revenir au vélo. Ouais, mais elle marche, aujourd'hui, les Stark Varg... Oui, mais c'est super. Et là, pour le coup, j'ai plus à me soucier du frein ou quoi, c'est tout au guidon, et là, ça sera plus facile. On est bien d'accord, ça marche très fort. Si vous avez une Stark Varg à envoyer, une pour Mathieu, une pour moi, on fait 2-3 stories, n'hésitez pas. Rémi, on va parler de nos Français avant le GP de France. Retour en forme pour Johann Zarco. Le lendemain, c'est Marc qui va pas gagner, c'est son frère, c'est Alex Marquez qui gagne la course longue à Jerez quand même. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce que, mine de rien, il peut peut-être, pourquoi pas, être champion du monde en fin de saison. Ah, tu crois quand même? Moi, je pensais pas, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. On peut quand même pas l'éliminer. Il n'a pas le talent de son frère. Non, mais les points, c'est les points. Il a été champion du monde dans la petite catégorie. Il a été champion du monde en Moto 2. Il a été vice-champion du monde l'année dernière. Quand tu es vice-champion du monde l'année d'avant et que ton frère a quand même des séquelles de l'accident qu'il a eu avec Bezzecchi, on peut pas on peut rêver. Voilà, donc juste, voilà, je voulais dire ça. Il serait fou, Marc Marquez, mais il serait très content. Tu crois? Il y a des fratries, on peut pas se parler. Les Staros, il serait très, très, très content s'il n'est pas que ce soit son frère. Oui, évidemment. Il n'est pas rien à prouver, donc voilà. Il a un petit truc à prouver. Il faudra avoir ce deuxième titre pour des raisons que Donald pourrait expliquer. Pourquoi tu veux me parler de Valentino? Il va très bien, Valentino. Il a compris directement. Oui, très bien, ouais. C'est pas mal aussi. Voilà. Ah là là. Jusqu'au bout, il ira me titiller avec Valentino. Les Français, Quartararo, ça marche toujours pas, ça marche pour aucune Yamaha, c'est la... On l'a vu. Ça, c'est la Bérésile. Toprak, c'est compliqué. Qui est un grand champion. Il nous manque, on dira un mot tout à l'heure du Superbike, quelque part, excuse-moi, je te coupe. Quelque part, si Toprak n'y arrive pas, si Jacques Miller. Oui, Miller n'y arrive pas. Rins. Et si notre numéro 20 national, El Diablo, n'y arrive pas, on se dit que c'est pas les pilotes qui ont un problème, quoi. Ça va être injouable. Pour quelque part, le fait qu'il y ait de la météo compliquée, ça peut peut-être les aider parce que Quartaro et Miller sont doués sous la pluie. Dis à Toprak qu'il monte dans une voiture. Le Grand Prix de Turquie revient.
Ah oui. Donc il y aura de la F2, il y aura de la F3. Mais d'après les questions que j'ai posées, j'étais super Istanbul. content parce que je me suis dit... Que c'est un circuit formidable. C'est un circuit formidable. On y allait très peu en moto. Je me suis dit, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, si ça retourne pour la voiture, on va y aller parce qu'il y a un marché énorme pour Toprak, pour Challengeau. On va retourner aussi en moto. Je t'ai pas posé la question, mais Juste Johan Zarco, il s'est relancé là. Ça, c'est plutôt bon signe. Et l'année dernière, alors ça va être sold out, le Grand Prix de France. Il a fini combien à Jerez? Je crois qu'il a fini 7e sur la course longue de mémoire, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, il a fait une bonne prestation. Et tu le sens bien surtout, pour le Grand Prix de France alors? Sous la flotte? Là, s'il y a la flotte, il est capable. Hein, il est capable. Oui, mais il y avait eu un changement de météo sur l'année dernière. Justement, c'est ça qui est sa chance. Oui, mais si c'est passé de sec à flotte, bon, c'est aussi avec ça que... Non, mais il aura plus de chance s'il y a une météo comme on l'annonce que si sur le sec. Ah oui, sur le sec, oui, mais sur le mouillé... Sur le sec, il ne peut pas gagner. Si ça part... C'est ça que je demande. Est-ce que si ça part mouillé, ça va jusqu'à la fin mouillé, on a autant de chances que si ça part sec et qu'on fait les bons choix tactiques? Ah non, mais lui, il est là où il est plus fort, c'est pas totalement quand c'est totalement mouillé, hein, c'est quand t'as des conditions particulières, c'est chante, voilà, mais dans tous les cas de figure, soyons raisonnables, si c'est sur le sec, pour l'instant, avec la machine de Lucio Cecchinello, il ne peut pas gagner ou faire podium sur le sec. En revanche, pour tous les fans français qui vont se déplacer, parce que depuis l'année dernière, je vous rappelle, ça faisait plus d'un demi-siècle, hein, c'était le frère de Philippe Monneray qui avait gagné. Il a gagné le Grand Prix national, c'était émouvant, devant son papa qui avait perdu son nom, devant la maman qui venait... Donc là, tu y crois, ça peut être potentiellement, je dis bien... Alors, tu m'aurais posé la question avant le Grand Prix de Jerez et avant de voir la météo, je t'aurais dit non. Maintenant, oui, Johan Zarco a gagné à Phillip Island, il a gagné là, il a un talent énorme, c'est un des pilotes les plus expérimentés, c'est un chien de guerre, il peut être malin et fin tacticien, oui, il a une chance. D'accord. Bien sûr qu'il a une chance. Je voulais... Vas-y, sold out, alors. Sold out à Le Mans. Ah oui, là, depuis l'année dernière, c'était déjà le cas. C'est énorme. C'est normal. On a enfin un Français qui a gagné le Grand Prix de France. Bravo, merci Johan. L'émotion était énorme l'année dernière. C'était génial. Bon, par contre, il y a une grosse info qui est tombée, c'est que Liberty Media, à prendre avec des pincettes ou pas, voudrait interdire les wildcards en 2027. C'est une info, c'est une rumeur, c'est quoi? Alors, il y a plein d'infos, là, a priori, on en parlera un peu plus tard, mais il y a une réunion avec les constructeurs, ça s'est déjà très mal passé. Très mal passé, oui. 3 constructeurs n'y sont pas allés, et les 2 autres, ils ont envoyé... Ils n'ont pas envoyé Claudio Menichelli, ils ont envoyé David Tardozzi simplement. Ils sont très mécontents de toutes les décisions. C'est pas tant l'hymne l'année dernière qui a été imposé en copie à la Formule 1, c'est pas le fait qu'ils veulent imiter la F1 avec des pilotes de réserve, il y aura des pilotes de réserve. Moi, le dernier pilote de réserve dont je me souviens, c'était vraiment Sylvain Gattoli, chez Tech 3. Déjà, les 2 pilotes titulaires, ils sont jamais tombés, ils n'ont jamais fait mal. Il a gâché sa saison parce que la seule chose qu'il avait écrit dans son contrat, c'était sa wildcard, qui devait être à la mi-saison, peut-être en République tchèque, c'est tout. Donc il s'est ennuyé alors c'était un gamin qu'il avait le moyen de progresser. La preuve, il a été de Superbike. Et là, il n'y a pas de wildcard, mais Norifumi Abe, les Japonais. J'ai regardé. J'ai préparé avec mon community manager, Mike Stinger, le nombre de podiums et de victoires et ce qui s'est passé. Alors, curieusement, je ne me souvenais pas, c'était beaucoup plus à Suzuka qu'à Motegi. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 Grands Prix. Il y avait le Grand Prix du Pacifique. Mais c'était incroyable, les Japonais. Un Japonais qui venait comme wildcard pouvait penser gagner le Grand Prix. Alors, j'ai vu 2-3 exemples pour des nationalités différentes. Je me souviens de Joshua Brooks qui gagne le Mondial Supersport en Australie. Mais une phrase m'a marqué, et je vais le faire redire mercredi à Randy Lepugnet. Il me dit, je pense qu'il est en 125, à ce moment-là, j'avais retrouvé les noms. Les mecs, ils n'ont jamais rien fait d'autre. Il regarde à côté de lui sur la grille de départ en 125, il voit un Japonais, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette moto? Il y avait du Chatterton et tout. Il se dit, et à la fin, il me dit, le gars, il a terminé devant moi, parce qu'au Grand Prix du Japon, et c'est ce que Norifumi Abe a fait, je pense qu'on ne peut pas très bien comprendre la mentalité des Japonais si on ne l'est pas. Un Japonais, quand il est au Japon, il est prêt à se faire harakiri pour gagner son Grand Prix. Il ne le fera pas dans un autre pays. Et j'ai jamais vu aucune autre nationalité pouvoir faire ça, Jean-Louis. Tu es d'accord avec moi? Complètement d'accord avec ça. J'ai mis du temps à comprendre. Mais pas seulement les pilotes, les ingénieurs, faire tout ce qu'ils peuvent pour faire briller la voiture. C'est un moteur Honda, on est au Japon, donc il faut absolument que la Formule 1, un moteur Honda gagne. Enfin oui, bien sûr. C'est un défi pour eux. Voilà. Et pour terminer avec ces wildcards, j'ai eu plein d'exemples, mais le plus gros exemple, tu dois t'en souvenir, c'est Troy Bellis, qui n'a jamais réussi à gagner quand il était pilote titulaire, qui vient comme wildcard, pilote invité, et qui gagne à Valencia.
On va nous priver de ça, c'était des grands moments. C'était de très bonnes idées, ces wildcards, c'est très dommage. Mais oui. Alors, la ça dernière qu'il y a eu, c'était pas sensationnel, c'était Bautista qui venait du Superbike. Ouais. Il a rien fait en Malaisie, mais il était blessé. Mais Jean-Louis. ce n'est pas tout à fait fini, parce que je vois qu'il y a encore plein de ronchonnements du côté des constructeurs. Ah ben ils sont... mais eux, ils ont eu la force de mettre Liberty Media quasiment au pas, ce que la Formule 1 n'a pas fait, pour plein de raisons. Et eux, ils vont peut-être y arriver. Tu crois? Tu m'avais dit pourtant que j'ai l'impression comme qu'ils ont plus de poids. Tu me disais, les 10 équipes ont plus de poids. Je parle des équipes moto. Oui, des équipes moto, je pense qu'ils ont montré qu'ils pouvaient ruer dans les brancards. Ils ne sont pas allés à la réunion. 3 sur 5 n'y sont pas allés. Et les deux autres envoyaient, pardon David Tarzé, les sous-fifs, ils n'ont pas envoyé les grands... Bien sûr. Moi, j'étais très surpris que ça fait ça. Ça veut dire que je pensais que toutes les petites décisions, on a trop le sentiment depuis des années qu'on veut copier la F1, ce qui est très bien. Vous êtes le sport le plus important, je te l'ai toujours dit, place à la Formule 1. Mais il y a un moment, il faut garder la spécificité de la moto. Bien sûr. Il ne faut pas tout copier, parce que je vois les réactions des fans, faut pas nous enlever tout ce qu'on a de la moto. On a quelque chose de différent de vous, et voilà. Non, mais tu te rappelles des discussions qu'on a eues ici sur ce plateau, quand Liberty Media a voulu imposer les dialogues pilote-ingénieur. On avait rigolé comme des bossus, on disant, tu vois, le gars, il a le coude là, le casque là, et il doit parler au... Répondre, mais tu peux pas... Mais t'es en apnée déjà, ce que tu vas répondre, en voiture, tu peux... Le copilote peut répondre. Les Américains... Et encore, pardon, parce que vous connaissez... Mais c'est déjà en voiture, mais là, t'es en moto, quoi. Tu peux... En voiture, tu peux partir en tête à queue, en moto, si tu tombes, normalement, tu te fais mal, hein, malgré toutes les protections. D'ailleurs, j'ai vu la chute d'Emilie Bondy, là, quand elle a perdu les freins, elle n'avait plus de freins. Elle nous a fait peur, là, elle ne bougeait plus. Là. Là, elle a eu un très mauvais week-end. Ça n'a pas été beaucoup mieux pour sa coéquipière Lynn Vieillard. Et malheureusement, pour Lucie Boutseul, un peu mieux quand même, mais pas du tout ce qu'elle espérait. Hein. Nos Françaises, ça a été... là, Émilie, pour l'instant, c'est 0 point. Et le Grand Prix d'avant, c'était son meilleur week-end l'année dernière à Seine. Elle n'a rien fait non plus. C'est pas bon. Dur. On reste en bécane, on va parler un petit peu de Supersport et de World Superbike. Mais en tout cas, à Balaton, en Supersport, on a eu la Marseillaise ce week-end. Avec qui ? Encore lui, Valentin Debise. Debise ? Ah, c'est exceptionnel. Il va avoir une statue en Chine. Bah oui. Parce que là, il est devenu, déjà, il avait gagné les 2 courses, mais là, il a récidivé sur la première, sur un circuit qui ne lui était pas favorable. Un dernier tour de légende, il est 3e et il va s'imposer. Là, il faut savoir, pour les Chinois, c'est... Alors, attention, parce que... On ne va pas dire que c'est comme les Japonais, parce qu'il y a eu une polémique la dernière avec Moussoué. Mais ce sont des Asiatiques aussi, et c'est la fierté de faire gagner. Bien sûr. Qui aurait pensé que cette machine, cette ZX Moto, allait gagner? Ils ont gagné... Ça s'appelle ZX, c'est ça? Oui, dès le 2e week-end, il a gagné les 2 courses du week-end, et là, il recommence encore, sur un circuit qui était peut-être l'un des plus défavorables de l'année. Mais elle est impressionnante, cette moto, on n'aurait pas dit avant. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé, à ce moment de la saison, que sur 8 courses, en ayant fait en plus résultat blanc, ce qui va sans doute lui coûter une chance de jouer le titre, 2 fois 0 à Phillip Island à la première, tu me dis après les 2-0 à Phillip Island que Valentin Debise, l'Albigeois, va gagner les 2 suivantes et va encore en gagner une très rapidement, tu te dis... Mais comment la moto peut être au niveau, face à des Yam Ils ont beaucoup travaillé. Il y a la Covey, il y a plein de marques maintenant, c'est en voiture aussi. Mais là, c'est l'élite, on parle pas de Supersport, on parle pas de bécanes qu'on a un perfil dans le championnat. On parle d'un pays où il y a 1 400 000 habitants. Oui, mais ça allait très vite, c'est ça que je veux dire. Je ne critique pas la performance, c'est la rapidité. Je te vois un Chinois, quand il veut y arriver, il va mettre tous les moyens. On voit BYD, ils tuent le marché, ils vont tuer Tesla. BYD, pourtant, il y a 3 ans, tu aurais dit BYD, tout le monde fait « qui ?» Aujourd'hui, tout le monde connaît BYD. Ils sont presque déjà. Hein. Oui, voilà. Je voulais pas le dire, mais voilà. Ils sont devenus la première puissance mondiale économiquement. C'est vrai. Voilà. Jean-Louis. Ils ont une capacité, les Asiatiques, de refaire ce qui existe déjà. Oui. Vous étiez trop jeune pour voir les premiers salons d'auto où les Japonais sont arrivés, et les voitures japonaises aussi, les Coréens aussi, et leur façon de regarder les voitures, de faire des photos, etc., de les acheter pour en faire embarquer 3 ou 4 dans leur pays, et ils les mesurent au pied à coulisses. Je veux dire, ils sont pas plus... Voilà, il faut aller chercher où est l'information, aller en Europe ou aux États-Unis, on va la chercher, et après, nous, on fait. Et tu as bien raison. Rémi, 2 dernières questions. On va parler de World Superbike avec Boulega qui a établi un nouveau record chaque week-end. Là, j'arrive même plus à compter parce que donc il en a gagné 12 et 4-16. Okay. Donc il a battu tous les records. Tranquille. De toute façon, c'est simple. Boulega. Il n'y a plus d'intérêt à regarder en fait.
C'est comme Schumacher à l'époque. L'année dernière, c'était sensationnel parce qu'il y avait Toprak et il a résisté jusqu'au bout à Toprak Gazgatoglu pour jouer le titre, y compris en le mettant par terre sur la courte sprint du matin du dernier dimanche à Jerez. Donc il y avait de l'ambiance, il jouait le titre. Là, ils ont mis Miguel Oliveira, plusieurs grands prix gagnés en MotoGP. Tout le monde s'est dit, voilà, il va y arriver. Les mécanos m'ont dit, ça y est, à la différence de Danilo Petrucci, qui a aussi gagné des grands prix face à Rossi Marquez, il a trouvé, lui, comment freiner que cette machine y arrivait. On se rend compte que, avant Toprak Gazgatoglu, tout le monde a rigolé quand il a signé là-bas. BMW ne gagnait rien, même avec un mec comme Marco Melandri, vice-champion du monde derrière Rossi, ils n'y sont pas arrivés. Et qu'après Toprak Gazgatoglu, peut-être que personne ne va y arriver. Parce que là, en plus, ils se sont fait mal tous les deux. Il n'y a pas eu de départ des deux BMW officiels pour la course longue du dimanche. Donc, il n'y a plus aucun rival. Le seul rival de Boulega, c'est son coéquipier. C'est l'Equona, qui fait à chaque fois deuxième, qui est le Raymond Poulidor. Mais il va peut-être y arriver une fois. Je vous rappelle, d'ailleurs, que parfois, je m'emporte un petit peu. Et je peux... et j'ai dit... Si jamais il gagne toutes les courses de l'année, je me fais la boule à zéro. Oh là là, vivement que Boulega. On vient d'arriver quand même au tiers du championnat et les BMW ne sont plus dans le coup. Et là, je commence à me dire, j'espère que l'Equena, l'ancien pilote Honda, écoute, va en gagner. Le Superbike va commencer à m'intéresser cette année. Non, je pense toujours qu'il n'y arrivera pas, c'est pas possible. Ce sont des sports mécaniques, 36 courses. Il va y avoir un problème technique une fois, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Et puis il y a les percussions, les accrochages, puis son coéquipier qui est quand même un pilote doué, mais on le fera en direct, ne t'inquiète pas. Je tiendrai parole. Je veux bien revenir, moi, pour faire un... Et voilà, allez, voilà. C'est bon, voilà, c'est validé. C'est comme Sébastien a dit qu'il venait faire Daytona avec moi en Fun Cup, ça s'est décidé comme ça sur un coup de main dans Racing Stream. C'est beau, ça fait plaisir. Bon Mathieu, on a beaucoup parlé de moto, on a beaucoup parlé de Formule 1, mais on va parler de toi. Tu as commencé à nous en parler, mais qu'est-ce qui t'a fait passer du rallye au W2RC, enfin voilà, finalement le rallye raid aujourd'hui? Le rallye, en fait, à un moment, on est arrivé, j'étais avec Guerlain Chichery, donc on roulait pour Citroën en junior WRC. Ah, vous étiez en WRC déjà avec Guerlain? Ouais. Donc ça, c'était 2004, et une année un peu en dents de scie, comme à chaque fois avec un peu, je dirais, Guerlain, ça va très vite, mais on finissait pas la course. Donc oui, vous savez faire, mais il y a pas vous concrétisez pas, les gars. Et en fin d'année, enfin déjà un peu avant, on commence à me dire, bon, vous savez, l'année prochaine, c'est pas sûr qu'on puisse vous garder dans l'équipe. Donc là, tu réfléchis un peu, dis, mais qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Une fois que tu es allé jusqu'en mondial, en junior, et qu'on te dit, bon, vous n'allez pas passer la case au-dessus, il faut trouver des solutions. Et cette année-là, en fait, la Fédération française du sport auto, ASO, et il me semble qu'il y avait Michelin dedans aussi, organise une sélection pour trouver des jeunes et envoyer un équipage de moins de, il me semble que c'était 28 ans à l'époque. Il ne fallait pas avoir de connaissances de désert, navigation, Dakar, aucune participation à un rallye raid. Et les vainqueurs de cette sélection avaient le droit, tout frais payé, d'aller au Dakar. On dit, bon, perdu pour perdu, on va s'inscrire. Sur tous les dossiers, ils en prennent 10 ou 12, je ne sais plus, donc on est dans ces 12. De ces 12, ils nous amènent 3 jours dans le Massif central avec des épreuves de sport, de navigation, de mécanique, enfin il y avait un peu de tout, de conduite aussi évidemment. Et de ce truc-là, en fait, nous, on sort du lot et nous voilà vainqueurs de ce Dakar Challenge, ils avaient appelé ça à l'époque. Et nous voilà au départ de notre premier Dakar, novice, sans rien connaître du désert, quoi. Donc c'est notre première expérience du Dakar, 2005, avec un bowler, donc c'est un Land Rover un peu préparé, qui était en plus dans la grosse catégorie à l'époque, donc aucune chance de gagner quoi que ce soit. Mais nous voilà partis, bon an, mal an, sur notre premier Dakar, qui était Barcelone, jusque réellement de Dakar, arrivé au Lac Rose et tout. Donc c'est quelque chose de fou quand jamais dans ta vie tu t'es dit le Dakar, je vais en faire ma vie, tu vois. Et vous avez réussi à faire quelque chose? On te balance dedans. Alors, on n'était pas si mal. On naviguait autour de 15e. On a eu fait des belles spéciales pour des novices à l'époque. C'était vraiment incroyable. Mais les démons de Guerlain Chichery ont ressurgi et sur une des spéciales, un petit tonneau, enfin on tombe en panne d'essence, mais c'est la fameuse étape où tout le monde était un peu tombé en panne d'essence. Bon,
on s'en sort quand même et finalement on fait 40e sur notre premier Dakar. C'est beau. Ou 39e, dans ces eaux-là. Mais par contre, on arrive à se faire remarquer par certaines équipes, dont BMW. Ah. Et on nous demande de venir pour un test, en fait, c'était dans le sud de la France, à Monteil, à côté d'Alès. Et à l'époque, donc c'est d'ailleurs mon premier rendez-vous, enfin mon premier contact avec Nasser Al-Attiyah, qui lui était déjà dans cette équipe. C'est là que tu l'as connu ? C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Bonjour Mathieu. Et donc tu arrives là, et puis le boss de l'équipe te dit bon ben voilà, votre voiture elle est là. Nasser a fait un chrono sur le circuit, faites quelques tours pour voir quand même, et après vous faites-nous un chrono. Donc là tu étais en pilote ? Non, moi j'étais à côté. J'ai toujours été à côté avec Garlin. Et il se trouve que Garlin, sur ce petit tracé-là, va plus vite que Nasser. Non. Donc le boss dit, bon, ok, bien, mais ça ne me dit pas que vous allez être bon dans le désert avec un roadbook et en navigation. Oui. Donc vous avez un bon coup de volant. Maintenant, je veux voir le mec d'à côté, ce qu'il va arriver à faire. Donc rendez-vous, c'était 15 jours après au Maroc. Vous inquiétez pas, on vous envoie vos billets, vos machins, un truc, et nous voilà au Maroc. Et là, rebelote, donc voilà le roadbook, la voiture, elle est là. Nasser a fait déjà le tour de 300 bornes, là on n'est plus sur un petit circuit. Vous inquiétez pas, il y a la sécu, l'hélico, enfin ils avaient bien organisé le truc. Allez-y, on vous suit. Donc là, évidemment, on n'a pas été aussi rapide que Nasser, mais on s'en est quand même bien tiré. Et puis, après plusieurs négociations, on se retrouve en fait dans l'équipe BM avec Nasser, il y avait Jutta Kleinschmidt à l'époque, il y avait Alfie Cox. Enfin, c'était le début du X3. Ça passait du X5 au X3 et nous voilà partis pour notre deuxième Dakar avec une équipe officielle. C'est complètement fou. Et donc tu sens qu'il t'a repéré tout de suite, Nasser, il a vu tout de suite tes talents de copilote. C'est là où en fait je pense Nasser a été très fort à l'époque. C'est que bon, déjà le contact est passé très rapidement et un très très bon contact. Et il a toujours dit depuis cette époque, écoute Mathieu, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu me demandes. Nasser est quand même très généreux. Enfin, vous le voyez à la télé. Mais il est aussi sympa qu'il en a. Après, moi, j'ai côtoyé 10 années à vivre 24 heures sur 24 avec lui, 250 jours par an, voire plus. On a fait tout ce que tu voulais, c'est-à-dire 2 places pour Bayern de Munich PSG, là, par exemple. Alors, on a fait ça, d'ailleurs. C'est vrai ? PSG, ouais. Alors, c'est une petite parenthèse. Vas-y. Mais c'est un truc incroyable. On est là à Paris. Il dit, il n'y a rien ce soir. Attends, je passe un coup de fil et c'était PSG, je ne sais plus quoi. C'était le premier match. Ah si, bien sûr. C'était le premier match de Neymar. C'est possible, ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et attends, j'appelle, machin. Et donc, il appelle Nasser Al-Khelaifi. Ah oui, oui. Il dit, je suis à Paris, machin. L'autre Nasser. L'autre Nasser. Il dit, pas de problème, je vous envoie la voiture. Donc, tu rentres sous le stade, VIP, tu rentres par le truc VIP, tu arrives dans... Enfin bon, un truc incroyable. Donc oui, on l'a fait, c'est pas mal, entre autres. Donc il ment pas, Nasser peut vraiment faire tout ce que tu veux. C'est incroyable. Ouais, franchement, on a vécu des choses incroyables. Donc je t'ai coupé. Donc mais du coup, on se rencontre à cette époque-là, et donc moi je dis, bon bah oui, merci Nasser, mais sans jamais penser que... voilà. Et quelques temps après, mon premier désir, en fait, dans l'évolution de ce qu'on parlait tout à l'heure, l'évolution de carrière, de toujours faire mieux, différemment, je me suis rendu compte que j'avais toujours des pilotes français avec des équipes françaises. Dans X-Red, c'était la première fois qu'on devait parler anglais avec les mécanos et les ingénieurs. Mais en fait, j'ai toujours eu des pilotes français. Et je me dis, si maintenant tu veux évoluer encore toujours dans l'optique de faire mieux, il va falloir trouver des pilotes étrangers. Tu vas pas pouvoir, des Français, il y avait Peter Hansel à l'époque, donc ça c'est mort, tu n'y arriveras pas. Enfin, c'était pas mon niveau à l'époque. Ouais. Et après, il n'y en a pas 50 000 qui sont capables d'aller gagner des spéciales et d'être devant. Et donc, c'est la première chose que j'ai demandé à Nasser. J'ai dit, tiens, si tu peux m'aider, j'aimerais bien rouler à l'étranger, dans des endroits que je ne connais pas, des pilotes qui parleront du coup en anglais, des notes en anglais. Si tu peux m'aider, ce serait sympa. Puis bon, il se passe quelques semaines, et puis le téléphone sonne. « Hey Matthew, how are you ?» Enfin, comme ils font à chaque fois. Il dit, tiens, tu fais quoi la semaine prochaine ? Je dis, je fais rien la semaine prochaine. Pourquoi ? Il dit, j'ai mon frère qui est inscrit au rallye chez nous, au championnat du Moyen-Orient. Il n'a pas de copilote. Tu veux venir ? Je dis, ouais, je suis là, j'arrive. Et en fait, il m'a fait rouler avec son frère, son cousin. Enfin, j'ai roulé avec toute la famille. Et ça m'a permis de voir que finalement en anglais j'y arrivais aussi, que ça se passait pas si mal, et j'ai fait du coup plusieurs pilotes différents, plusieurs compétitions différentes dans des pays différents où tu rencontres à chaque fois une organisation un peu différente, enfin, tout ça toujours pour l'expérience. Et Nasser a toujours poussé pour que je roule. Donc ça, je te dis ça, c'était 2006.
Et j'ai roulé la première fois avec Nasser en 2014. Ah oui. Donc, Tu as bien testé longtemps, alors. Non, il m'a pas testé. Il a créé. Il t'a formé. Il m'a formé. Il l'a enseigné. Il m'a formé, voilà, ça a été 5 mois au début, je m'en rends compte, je dis, oh c'est cool, il y a Nasser Al-Attiyah qui m'aide. Mais lui, il avait qu'une idée en tête, en fait, c'était si un jour j'ai besoin, au moins il est prêt, c'est moi qui l'ai formé. Mais qu'est-ce qu'il a vu en toi? Parce que tu l'as prouvé qu'il avait raison. Qu'est-ce qu'il a vu à l'époque et qu'il a réussi à créer pour devenir le monstre de copilote que tu es? C'est parce qu'il aime bien l'accent anglais des Français. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, je sais pas. En rallye raid, on passe beaucoup de temps dans un habitacle tout petit. Je pense que la première des choses, c'est le relationnel. Ouais. Il faut pouvoir prendre sur soi beaucoup de choses parce que forcément, à un moment, ça va pas aller. Forcément, tu vas faire des conneries. Forcément, tu vas te perdre. Lui, il va crever. Enfin, si tu as toujours ce stress de la confrontation dans l'habitacle, c'est marrant ce que tu viens de dire là, parce que ça peut pas marcher. J'ai failli en faire un. Et on est toujours amis depuis 30 ans. Et Philippe Monneray m'a dit, j'avais trouvé les sponsors, qui venaient d'ailleurs d'en Nord, et il m'a dit là, avec nos caractères, la première fois qu'on va voir un truc, on va se taper sur la gueule. C'est fou, partir en copilote avec toi au Dakar, mais jamais. Ah, parce que tu penses que Philippe, il est facile? Je sais pas, mais... Non, mais c'est vrai que moi, des Dakar, j'en ai coupé 7. Il y en a un où j'ai vu un équipage se courir l'un après l'autre, avec une clé anglaise. Donc, il y a des histoires où le pilote a laissé le copilote dans les dunes. C'est Philippe Monneray qui est beaucoup plus raisonnable que moi. Quel est ton meilleur moment de Dakar et ton pire moment justement de vie au Dakar? Peut-être une victoire, mais en tout cas les moments tendus, quoi. Le meilleur au Dakar, en fait, on me le demande souvent, ça c'est même pas la première victoire. Évidemment que c'est incroyable la première victoire. C'est encore une deuxième fois où j'ai pleuré. Ça c'était la première et deuxième fois, c'est la fois où j'ai gagné la Dakar. Mais ce qui me reste en mémoire aujourd'hui quand je ferme les yeux, c'est ma première participation. C'est vrai. Malgré qu'on termine avec Garlin. Parce que tu découvres tout en fait. Tout est extraordinaire. Tu pars traverser l'Afrique, tu n'y connais rien, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas où t'es. Enfin, quand t'es dans la spéciale, tu dis mais plus jamais de la vie, ce truc c'est pas pour nous. Et quand finalement tu as fini tes 15 ou 20 jours d'Afrique et de Dakar, tu dis non mais là c'est juste incroyable, il faut trouver des solutions pour y revenir l'année d'après. Et en fait ça part comme ça. Donc c'est la première participation. Et le pire, c'est je te dis, tous les jours, il se passe quelque chose, il faut trouver des solutions. Mais là, il y a une fois, au tout début, quand j'étais pas encore excellent en navigation, on s'est retrouvés dans des endroits juste improbables où, pour faire 2 kilomètres, il nous a fallu plus de 2 heures. Donc là, c'était encore avec Garlin. Mais c'est pas sa faute, là, c'était la mienne. Clairement, j'étais perdu. Et puis, au loin, on voit un hélicoptère. J'ai dit, forcément, ça ne doit pas passer trop loin. Dans la note, il y avait marqué « descente dans la vallée ». L'hélicoptère était en haut de la dune. Je dis, passe derrière, on verra bien de toute façon. Et en fait, on passe la dune. Derrière la dune, 300 mètres de descente de dune, donc à 45 degrés. Et en bas, falaise. Ouf! Et on s'engage dans ce truc-là. Et donc au moment où je dis « c'est trop tard en fait, on est déjà dans la descente », il arrive à stopper la voiture, mais impossible de revenir en arrière. Et en fait, tu t'imagines 1 kilomètre de long à 45 degrés et la falaise devant. Je dis, de toute façon, on est cuit, hein. Il faut qu'on descende. Et pour te dire, je ne suis même pas descendu dans la voiture. Tellement c'était... Et Garlin, je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui, mais détaché, prêt à sauter. Et en fait, juste le pied sur le frein comme ça, il a amené la voiture jusqu'à mourir en bas de la dune et de la falaise. Il a réussi à le faire. Ouais, il a réussi. Et en fait, donc là, à l'époque, on avait des cartes au millionième. Donc, tu vois, c'est des cartes comme ça où tu as 20 km dessus. Donc, c'est-à-dire, tu vois rien. Mais j'avais vu qu'on pouvait longer la falaise et que ça ressortait sur une vallée. 2 km, 2h30. Belle histoire. Mais on s'en sort. C'est beau. C'est beau. Vas-y, Jean-Louis. Oui, alors, tout à l'heure, dans tes débuts, tu m'as parlé d'un gars que tu aimais beaucoup, Manu Guigou, que j'ai rencontré 3-4 fois, pas plus, parce que je le connaissais d'après ses communiqués. Il était fidèle à Renault et tout. Et un jour, on se croise et il me dit, je suis Manu Guigou. Ah! J'étais heureux de le remettre. Bref. Tu as passé du temps avec lui, mais c'est quand même pas lui qui t'a appris la navigation comme tu la connais là maintenant. Est-ce que tu as eu une formation? Parce que j'ai vu avant toi des pilotes d'Air France, Fourtic pour ne pas le citer, qui était commandant de bord d'ailleurs. Voilà, des gens qui ont des... Tu vois, ils savent ce que c'est que la navigation quand tu es dans le ciel, le noir absolu.
Est-ce que tu as eu une formation comme ça? C'est ça que je veux savoir. Alors en fait, pour revenir au début, Manu Guigou, il m'a quand même beaucoup appris parce qu'en fait, c'est la rigueur du travail du copilote. Donc la logistique, de l'organisation de tout ça. D'accord. Donc si tu n'as pas ça, ça ne fonctionne pas déjà en rallye, mais ça ne fonctionne sûrement pas en rallye raid. Donc quand tu as cette base en fait, du rallye et que tu te déplaces en rallye raid, déjà tu as un sacré avantage. Et ensuite, quand je suis arrivé en rallye raid, j'ai pris la suite en fait, de Michel Perrin. Oui, Perrin l'Artigue Perrin. Et Michel, à cette époque-là, c'était la star des navigateurs. Oui, bien sûr, Paris-Pékin, 92. Et c'est lui qui a fait la fin de la formation sur justement la navigation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le désert? Qu'est-ce qu'il faut essayer de ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut, vers quoi il faut tendre? Et après, c'est chaque kilomètre et chaque erreur. C'est une nouvelle. Bien sûr. Tu apprends une nouvelle fois. Oui. J'ai mis à peu près 6 ou 7 Dakar avant de me dire maintenant je suis prêt. J'y vais. Ouais. D'accord. Et ces 6 ou 7 Dakar, on n'est pas encore en 2014, puisque mon premier c'est 2005, et Nasser est venu qu'après. Donc il a dû juger que je n'étais pas encore vraiment, mais moi je me sentais prêt. J'ai eu une évolution, parce qu'avec Garlin, de suite après, on a quand même fait 2 fois 9e, 1 fois 8e. Après j'ai roulé à Carlos Souza, on fait 6e. Et en fait, de cette époque-là, il est ressorti en fait mon apprentissage de la navigation, en fait le feeling de la lecture de la piste. Et ça c'est très important. Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait le bon navigateur ou quoi? C'est la lecture de ce qui arrive devant toi et l'analyse de ce qu'on te dessine en fait. Tu arrives à anticiper, c'est là où tu fais la différence. C'est ça qui est fort. C'est au moment où tu comprends ce qui va se passer après. Alors, ça marche pas. Encore une fois, ça ne marche pas comme ça tous les jours, mais c'est comme quand tu roules vite et que le paysage, tu sais, il va tout doucement là. Tu dis, wow, aujourd'hui, ça va être un bon jour parce que tout est facile, tout est lent. Jean-Louis, j'ai une ultime question. Est-ce que tu as eu un jour l'envie de casser la figure au gars qui a fait le roadbook? Très souvent. David Castera, si tu nous regardes. C'est pas forcément David qui fait le roadbook. Non, et d'ailleurs, David a apporté beaucoup d'améliorations dans ce roadbook sur les dernières années. Non, mais c'est vrai. Et sur les dernières années, en passant d'ailleurs du papier au digital, ça a apporté beaucoup de facilité dans le. Ils vous écoutent parce qu'on sait que les pilotes, il y a des réunions le soir quand ça se passe mal, et que sur un Dakar, on entend parfois le Dakar d'après, il va être plus simple, il va être plus compliqué. Tu sens que vos retours ont un impact chez ASO ou chez David Castera? Ouais, je pense qu'il prend en compte évidemment ce que les équipes et les pilotes et copilotes lui disent en fin d'année. Plus que chez Liberty Media. Ça, c'est sûr. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir l'année d'après quelque chose qui est intéressant sportivement, intéressant pour vous à suivre à la télé, des histoires, mais que nous, on se fasse plaisir dans la voiture. Sinon, c'est pareil, on parlait de la Formule 1 tout à l'heure, mais je ne pense pas que les pilotes, en ce moment, se fassent vraiment plaisir dans leur voiture de course. À part 2, non. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Je veux bien me lancer là-dessus. Je rappelle à nos téléspectateurs que le 24 mai, c'est le Grand Prix du Canada et qu'ils pourront admirer quand même Kimi Antonelli, dont on a très peu parlé, mais qui, enfin, sur 4 Grands Prix, en a gagné 3. Oui, tranquillement. Mais il n'est pas assez ce coup derrière pour que j'en parle plus. Non, mais il y a 19 ans, c'est un petit génie, tu peux le dire. Il y a une question qu'il faut poser, que beaucoup de gens m'ont posée. Est-ce que tu as ton accident? Tu perds une jambe? Est-ce que le moment où tu as regagné, c'était le moment le plus fort? Est-ce que c'était plus fort que de gagner un Dakar? Oui ou non? Qu'est-ce que tu as ressenti? Surtout qu'il y avait ta famille, je crois, qui est venue... Alors ça, c'était à l'arrivée, c'était une très très belle surprise. Il faut savoir que les enfants n'étaient jamais venus sur le Dakar. Donc là, c'est mon 19e, ils ont 17 et 15, mais ils ne sont jamais venus sur le Dakar. Alors pourquoi? Ça pourrait être la prochaine question, parce qu'on dit pourquoi tu n'amènes pas ta famille? Mais j'ai dit, mais vous, le matin, quand vous allez au boulot, vous n'amenez pas votre famille. Ça perturbe. Exactement. Ça, c'est la vraie réponse. Voilà. Vous allez au bureau, vous emmenez votre famille. Oui, bien sûr, mais par contre, là, de les voir à l'arrivée, je n'étais pas du tout au courant, de les voir à cette arrivée de spécial, là, franchement, émotionnellement, c'était très fort et j'étais... extrêmement heureux de voir la famille parce que finalement ils m'ont vraiment suivi depuis l'accident dans le désir de dire bon, je leur ai un peu cassé les pieds, je veux retourner au Dakar, je vais retourner au Dakar. Même les docteurs à un moment ils n'y croyaient pas forcément, ils ont dit oui, bon, il est gentil, on va lui dire oui, mais et puis petit à petit tout s'est mis en place. Et finalement, la victoire, c'était déjà d'être au départ. Après, gagner la spéciale par la suite, ça a été bien sûr la cerise sur le gâteau. Mais il a raison. Tu l'espères en toi. Tu dis oui, j'aimerais bien quand même pour marquer le coup, mais que tout s'enchaîne aussi bien, le bon prologue, bon, déjà d'être là, que tout le monde a fait vraiment beaucoup d'efforts pour que je sois au départ. On ne savait pas si j'allais tenir 15 jours.
on n'avait fait aucun test, rien. On a décidé en octobre, fin octobre. Tu nous expliquais, tout à l'heure, tu nous as montré ta prothèse, qu'il fallait qu'elle soit réglementée, et que tu dois sortir au cas où ça prenne feu, etc. En quoi, en 10 secondes de la... En fait, je sors en 8, mais quelque part, c'est plus facile, j'ai qu'une jambe à sortir. Donc ça, c'est pas mal. Mais, et puis après, je la clip devant. Mais c'est vrai que ça soit docteur, que ça soit prothésiste, qui ont fait un travail de dingue pour que je sois au départ, les kinés, tous ceux qui m'ont suivi, et bien sûr, famille, amis, qui ont toujours cru en moi, ça te galvanise, tu vois. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est d'être au départ. Et quand tu y es finalement, et que tu vois que ça se passe bien, voilà, tu dis, allez, on va quand même essayer de faire une belle spéciale. Donc, t'es un dur à cuire de Manosque, quoi. C'est ça. T'es rien d'autre. C'est ça. C'est ce qui t'a aidé à tenir quand t'avais les premiers jours de l'accident, se dire, je vais y retourner, j'ai pas fini ma carrière et je vais leur prouver que je peux le faire. C'est ça qui t'a aidé. C'est venu très vite, dans les 15 premiers jours. Donc il faut d'abord prendre la décision de OK, on va couper la jambe, ce qui n'est pas rien, de savoir que la deuxième, elle va normalement être réparée, et puis après tu dis bon, maintenant, OK, tu es toujours sur ton lit, allongé, branché de partout, et tu peux même pas bouger. Et là, j'ai commencé à leur dire, vous savez, dans 10 mois, il y a le Dakar. Moi, je fais ce que vous voulez, mais je veux y être. C'est beau en tout cas, bravo pour ça Mathieu. Merci. J'ai une dernière question juste pour savoir, vous participez au championnat W2RC, c'est quoi tes objectifs et prochains rendez-vous ? Alors réellement, on n'a pas participé à la dernière manche là, donc ça va être au Portugal. ça va être compliqué de jouer quelque chose. Mais là, ce qu'il faut réellement maintenant qu'on a montré à tout le monde et qu'on a vu moi aussi personnellement que ça pouvait fonctionner, c'est tout bien préparé là pour le prochain Dakar. Et là, pour le coup, je serai prêt, chose qui n'était pas vraiment le cas pour celui qui vient de passer. C'est beau. Ultime question. Guillaume de Mévius, qui te fait confiance véritablement pour ce Dakar, ça s'est passé comment cette préparation, justement, après tout ce qui s'est passé? Oui, il a été incroyable déjà parce qu'il a été là dès le début, après l'accident, et il a suivi vraiment l'évolution en me disant, écoute, prends ton temps, mais en tout cas, tu as ta place. Moi, je préfère t'avoir, toi, abîmé que quelqu'un d'autre. Donc, dès que tu te sens prêt, tu me le dis, on remonte dans la voiture. Et en fait, c'est allé très, très vite parce que je suis sorti du centre en juillet. On a fait un petit test caché parce que personne ne voulait fin juillet. Première course en septembre, donc 7 mois après. Deuxième sur une manche de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe des Bajas. Et de là, tu te dis, bon, peut-être que ça peut être possible pour le Dakar, et ça s'enchaîne, et il a toujours été là. Et c'est grâce à lui que j'ai pu être au Dakar cette année. Il a pris beaucoup de risques en me prenant à côté. C'est énorme. Ouais. Donc merci à tous ces gens qui ont cru en moi et qui m'ont aidé. Ouais. C'est très beau ce parcours. Tu prouves à tous que... Tout est possible. Malgré ce qui se passe dans nos vies, il y a toujours une solution, ou en tout cas un petit truc positif pour s'attacher et continuer. C'est sur ces mots que l'on gardera en tête et que l'on se quitte ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés en direct. Merci Rémi, merci Jean-Louis. On se retrouve dans 3 semaines pour le GP de Canada, c'est ça ? Oui. Mais on sera là avant. On va avoir une belle émission avec de beaux invités encore une fois, ça fait très très plaisir. Merci de nous faire confiance, merci Mathieu d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu, enfin. C'est beau. Et puis quand tu repasses à Paris, t'es le bienvenu, tu reviens là c'est quand gentil. tu veux, un lundi soir. Pour les prochaines histoires. Allez, vas-y, avec grand plaisir. Merci de nous avoir regardés sur RS et on se retrouve, je crois, je sais plus si c'est le 11 ou le 18 mai. En attendant, on va être là un lundi soir, restez abonnés et merci à vous tous qui nous regardez en direct, ça fait très plaisir de vous avoir sur le chat en direct. Ciao, à bientôt. Ciao.